Bonjour à tous, je suis Valérie Anne Lanxnar, je suis déléguée générale de l'association Think Smart Grids qui est à l'origine du webinaire qui a lieu aujourd'hui, 26 mars 2021, sur la data, un atout pour lutter contre la précarité énergétique. Donc nous allons passer environ 1h30 ensemble. Et pendant cette heure 30, pour que ça se passe au mieux, je vais vous demander à tous de bien vouloir fermer vos micros et vos caméras. Et puis au fur et à mesure que les orateurs prendront la parole, ils allumeront leur micro et leur caméra. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser dans le chat. Et puis en fin de webinaire, nous avons prévu environ 20 minutes pour pouvoir vous présenter ensemble enfin plutôt répondre aux questions que vous aurez posées grâce à l'intervention de Mélinda. Voilà. Donc je pense que parmi vous aujourd'hui, il y a un certain nombre de personnes qui ne connaissent pas l'association. Donc je vais rapidement vous la présenter. Voilà. Alors, donc Think Smart Grids, c'est une association qui rassemble et promeut les acteurs de la filière française des Smart Grids, donc les Smart Grids, les réseaux électriques intelligents. Cette association a été créée en 2015. Elle est présidée actuellement par Marianne Legnaud, qui est également présidente du directoire d'Enedis. Et puis, elle rassemble environ 20 000 emplois directs aujourd'hui en France. Le Smart Grid, c'est un marché mondial estimé à environ 100 milliards d'euros et on pense que la France en détient 10% de cette part de marché. Alors, je crois que vous ne voyez plus ma présentation, donc je vais essayer de vous la remettre. Non, ça ne fonctionne pas. Alors, je vais, pardonnez-moi, essayer à nouveau. C'est pas grave, je vais continuer sans présentation. Donc, les réseaux électriques intelligents, ce sont des réseaux qui vont accueillir davantage d'énergie renouvelable. Ce sont également des réseaux qui sont, on va dire, globalement au service de la transition énergétique. Non, je crois que je vais arrêter de vouloir à tout prix vous la présenter. Et puis, ce sont également des réseaux qui vont aussi accueillir des nouveaux usages, comme par exemple le véhicule électrique, mais également le rôle du consommateur qui va chercher à maîtriser la demande d'énergie, à développer parfois son autoconsommation et sa flexibilité sur le réseau. Et enfin, tout ce qui concerne les smart grids concerne également la valorisation des données de l'énergie, et c'est le sujet dont nous allons parler principalement aujourd'hui. Nous bénéficions d'une centaine d'acteurs aujourd'hui parmi nos membres, PME, grands groupes, pôles de compétitivité, écoles, centres de recherche, et nous avons 2 membres observateurs qui sont la Commission de régulation de l'énergie et la Direction générale de l'énergie. Également 6 commissions et groupes de travail, avec une commission consacrée à la data et à la transformation digitale. Et c'est bien donc en ce sens que nous vous présentons aujourd'hui ce sujet de la data. Alors, le Smart Grid, je vous l'ai dit, représente un outil au service de la transition énergétique. Et puis le bâtiment représente également en France la 2e source d'émissions de gaz à effet de serre. Le groupe s'est donc orienté sur une réflexion autour de la data for good. Donc, comment est-ce qu'on peut finalement capitaliser sur les apports de cette donnée de l'énergie pour permettre de lutter contre la précarité énergétique. Le groupe, porté par Benjamin de Buttet de DC Brain et Thomas Lacroix de Cosmotech, a donc publié cette étude mi-janvier, cette étude que vous pouvez consulter aujourd'hui sur notre site, et dont la rédaction a été coordonnée par Maëlle Gomez du cabinet PwC. Alors, je suis vraiment ravie d'avoir autour de la table aujourd'hui à la fois Maëlle Gomez, mais aussi Claire Chaffanjon de l'Adréal Grand Est,
Jean-François Vaqueri, président de l'Union des PIMS, Lydia Sartou d'Enedis, Henri de Noblins et Pierre Payan. Alors, on va commencer tout de suite par la présentation des recommandations issues de l'étude. Donc, c'est Maëlle Gomez de PwC qui va réaliser cette présentation et ses recommandations. Alors, Maëlle est actuellement consultante senior au sein du cabinet de conseil PwC France. Maëlle, vous êtes spécialisée sur tous les sujets liés au secteur de l'énergie et à l'innovation. Et puis, vous travaillez sur le potentiel de la data et des nouvelles technologies pour relever justement ces défis de la transition écologique, digitale et sociale. Et vous êtes donc l'une des co-rédactrices de cette étude, La data au service de la lutte contre la précarité énergétique. Vous allez donc nous en présenter les conclusions et vous l'avez rédigée avec Enedis et le CEA INES. Eh bien, Maëlle, la parole est à vous. On ne vous entend pas. Ah, voilà, là vous devez m'entendre peut-être. Absolument, allez-y. Oui. Est-ce que vous voyez mon écran ou... Tout à fait. Ok, très bien. Et donc là, ça devrait être bon. Ok. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a les sous-titres. Ça, c'est vraiment quelque chose. Je ne savais pas qu'il y avait des anglophones dans la salle. Bonjour à tous. Merci beaucoup à Think Smart Grid pour l'organisation de cet événement, mais aussi bien sûr à Enedis et au CENS avec qui nous avons eu le grand plaisir de co-réaliser cette étude et tous les acteurs de l'écosystème de la précarité énergétique que nous avons pu interroger lors de nos entretiens, le CA du Grand Montauban, Tarn-et-Garonne Habitat, mais aussi Doremi et ACT Commodities. Je vais ce matin, comme introduit par Valériane, vous partager le contexte et les principales conclusions de cette étude que nous avons réalisée et publiée début janvier. Alors, pourquoi la précarité énergétique? Mais tout d'abord, une petite définition. Donc, selon l'ADEME, est en situation de précarité énergétique toute personne qui éprouve dans son logement des difficultés particulières à disposer de la fourniture d'énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires en raison de l'inadaptation de ses ressources ou conditions d'habitat. Donc, la précarité énergétique, c'est un phénomène actuel, humain, multifactoriel qui, malgré l'investissement de chacun, ne se résorbe pas. Aujourd'hui, on compte environ 5 millions de ménages en France en situation de précarité énergétique et 15% des Français disent souffrir du froid l'hiver. La précarité énergétique, c'est aussi un enjeu économique très important et ainsi qu'environnemental, puisque 6,5 milliards sont mobilisés pour la rénovation énergétique dans France Relance et que 45% des émissions de gaz à effet de serre en France proviennent du bâtiment. Donc, il y a des enjeux multiples à traiter le sujet de la précarité énergétique, notamment la complexité statistique, le fait de repenser la gouvernance au sein de l'écosystème de la précarité énergétique, mesurer l'impact sociétal, mettre en place des politiques publiques qui sont sociales mais aussi numériques, puisqu'il y a souvent en fait une exclusion sociale et une exclusion numérique, et aussi pouvoir accompagner en fait, excusez-moi pour le barbarisme, mais un peu upskiller les territoires, c'est-à-dire pouvoir les doter de compétences et de capacités à s'adapter à des nouveaux enjeux et à des nouveaux outils digitaux. Comme l'a rappelé Valériane, nous avons pris le prisme de la data for good pour voir un peu en fait comment en effet les données dans un contexte de digitalisation croissante des services peuvent contribuer à l'innovation sociétale, notamment dans le domaine de l'énergie. Et l'intérêt qu'il y avait de croiser les données avec le concept de la précarité énergétique pour nous, c'était d'exploiter le volume croissant des données qui sont disponibles grâce à la digitalisation des services, améliorer la détection
et l'identification des ménages précaires, et notamment les invisibles, ceux qui sont en situation des populations qui sont très modestes, mais qui échappent par exemple au radar actuel, améliorer la coopération sur le terrain, simplifier les dispositifs et aussi s'inscrire on va dire, dans un enjeu européen de plus en plus au niveau de la stratégie européenne data, des open data, qui sont rappelons-le, un défi aussi de plus en plus pour les collectivités, depuis la loi pour la confiance numérique du 7 octobre 2018, qui instaure l'obligation pour les collectivités de plus de 3500 habitants de publier en ligne leurs bases de données et les données dont la publication présentait un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental. Alors, nous avons eu 4 recommandations clés lors de la rédaction de cette étude que je vais vous présenter brièvement et qui concernent l'outillage, la gouvernance, les moyens ou encore la communication. Tout d'abord, en ce qui concerne l'outillage, la première recommandation, c'est de collecter et utiliser de nouvelles données disponibles pour consolider les cas d'usage, tout en respectant un cadre réglementaire existant. Donc les objectifs, il y en a plusieurs, c'est de pouvoir identifier différents profils de précarité, y compris les invisibles, grâce à des jeux de données complémentaires, mieux collecter les données qui vont être adaptées aux besoins des acteurs, donc il ne s'agit pas d'en collecter plus, mais mieux les collecter, coordonner et adapter les actions sur le terrain, impliquer davantage le citoyen à travers le phénomène du consommateur pour rendre vraiment les citoyens et les faire devenir des acteurs de la transition énergétique plus responsables également de leur consommation d'énergie. Donc, il existe des indicateurs historiques, c'est ce dont on s'est bien sûr rendu compte en faisant un état des lieux, qui sont suivis et qui permettent de saisir une tendance. Par exemple, le taux d'effort énergétique qui est quantitatif et qui compare les revenus des ménages et leurs dépenses énergétiques et qui estime environ 3,4 millions de ménages en situation de précarité énergétique, mais aussi l'indicateur de ressenti au froid qui est plus qualitatif et qui estime 5,1 millions de ménages en situation de précarité énergétique. Donc déjà, on le voit, en fait, selon l'indicateur qu'on va choisir, on va avoir une fluctuation de la volumétrie, on va dire, de population en situation de précarité énergétique. Et donc, ça peut poser des difficultés, notamment, comme je le disais tout à l'heure, pour identifier les invisibles, donc les ménages modestes, hors des radars et des dispositifs qui vont être existants. En complément, donc, il y a aussi des études socio-économiques qui sont réalisées, permettant une approche pluridisciplinaire, permettant de quantifier et qualifier ce phénomène multifactoriel. Le problème, c'est que ces données, en échangeant avec les acteurs, sont parfois peu actuelles ou en tout du moins rendre difficile un pilotage fin sur le terrain. Et donc, il y a donc une certaine complexité statistique à ne reposer que sur des indicateurs historiques. Donc, en complément de ces indicateurs, on propose de collecter en fait de nouvelles données qui sont quantitatives, qualitatives et qui peuvent présenter des granularités différentes. Donc, par exemple, les données de consommation qui sont pour définition la quantité d'énergie consommée pendant une période donnée, avec une périodicité variable qui vont pouvoir éclairer les habitudes de consommation. Donc, en accord, bien sûr, avec le RGPD, c'est très important de le rappeler. Donc, qui peuvent être journalières avec notamment le compteur Linky, mais aussi annuelles et agrégées, utilisées par les collectivités pour détecter, prioriser les opérations de rénovation énergétique. Je pense que Lydie et Thibault vous en parleront plus amplement plus tard. Il y a aussi les données qui sont liées au logement. Donc, en effet, selon Smart Builders, en 2008, un bâtiment comptait en moyenne 10 capteurs contre 300 aujourd'hui. Pourtant, il n'y a que 0,5% des données issues des bâtiments qui seraient analysées et valorisées. Le plus souvent parce que trop méconnus, trop silotés. Et le principal levier pour la rénovation énergétique, une fois qu'on a identifié des bâtiments, par exemple des passoires thermiques, donc avec un diagnostic de performance énergétique très, très mauvais, compris entre F et G, c'est le mécanisme des C2E, donc des certificats énergie en France, qui est institué par la loi POP et qui permet aux collectivités de valoriser leurs opérations de rénovation énergétique. Bien sûr, il ne faut pas oublier le coût de l'énergie et même le prix des énergies de manière générale, qui s'il reste faible en France par rapport à la moyenne européenne, a tendance à augmenter et peut entraîner aussi des nouvelles situations de précarité énergétique. Donc d'autres des données sont disponibles et vous pouvez le voir notamment dans l'étude à travers d'autres
d'autres méthodes, l'open data, le clustering, l'autoconsommation, bien sûr, et les éco-gestes. Donc, ce que nous préconisons, donc, c'est de continuer à utiliser bien évidemment ces indicateurs historiques et de les enrichir avec les nouvelles sources de données en croisant les données de consommation, donc des données plutôt liées aussi aux ressources, on va dire, des ménages, des données liées au logement, des données liées au prix de l'énergie, donc un peu plus exogènes, et qui permettraient en fait d'avoir un prisme plus fin, donc un peu une triangulation. Donc, il ne s'agira pas du triangle des Bermudes, mais un triangle, on va dire, très concret qui permettra de mieux identifier en tout cas les situations de précarité énergétique. Donc, on comprend bien qu'il ne faut pas collecter plus de données, comme je le disais au début, mais mieux les collecter, instaurer une gouvernance aussi au niveau des données afin qu'elles soient exploitables et partageables entre les différents acteurs. Ensuite, la deuxième recommandation, c'est plutôt autour de la gouvernance pour favoriser les partenariats publics-privés, pour intégrer les nouveaux acteurs et permettre l'émergence de politiques qui sont publiques, sociales, environnementales et numériques. Alors, qu'est-ce que cela signifie ? Cette notion de gouvernance, c'est de rationaliser les processus de collecte entre les acteurs et organiser une gouvernance des données en tenant compte de l'émergence de nouveaux acteurs. Parce qu'en effet, il existe une multitude d'acteurs qui vont opérer à différentes mailles sur le terrain. Et cette juxtaposition d'acteurs peut parfois rendre difficile la compréhension et la lecture de l'écosystème. Donc, il y a des acteurs d'abord traditionnels, donc qui vont par exemple produire des études, quantifier le phénomène, comme le médiateur de l'énergie, l'ONPE, l'ADEME, l'ANA. Il y a aussi des acteurs qui opèrent plutôt à l'échelle nationale. Ensuite, il va plutôt trouver des acteurs à l'échelle territoriale et locale, par exemple les départements qui vont gérer la mise en œuvre du plan d'action sociale du logement, les régions qui vont définir le schéma régional climat-terre-énergie, et bien sûr aussi à une échelle peut-être plus locale, le SCCAS et les PIMS, dont Jean-François vous parlera amplement après, qui vont agir sur le terrain pour détecter les populations précaires et les accompagner. Bien sûr, il y a évidemment les entreprises, l'EDF, Enedis, GRDF, qui vont s'inscrire dans ce dispositif, notamment à travers le fonds de solidarité logement, pour accompagner les populations modestes et éviter les coupures. Donc, il existe des liens étroits entre les acteurs du privé et du public, entre ceux qui vont collecter les données, distribuer l'énergie et accompagner aussi pour l'accès aux aides. Mais comme on le disait tout à l'heure, il y a des nouvelles données qu'on peut utiliser et qui dit nouvelles données dit potentiellement aussi nouveaux acteurs pour exploiter, collecter et gérer ces données. Donc, bien sûr, les startups, donc les plateformes IoT, donc d'objets connectés, comme par exemple Sophie, Overkeys, mais aussi les data hubs, ce sont comme des librairies un peu digitales, comme Opinum. Les cabinets d'ingénierie et bureaux d'études qui vont accompagner les bailleurs sociaux et les collectivités dans le cadre des mécanismes des C2E pour leurs opérations de rénovation énergétique, de l'estimation du gisement à la valorisation de la prime comme ACT Commodities, même si certaines collectivités valorisent elles-mêmes leur C2E à travers le marché secondaire. Aussi les bureaux d'études, comme par exemple le bureau Veritas pour les certifications d'audit énergétique. Donc, ce ne sont pas des entreprises forcément focalisées uniquement sur la précarité énergétique, mais qui s'inscrivent en tout cas dans un projet de transition énergétique. Des communautés comme Data for Good qui vont monter des projets à fort impact sociétal, qui peuvent accompagner les collectivités, par exemple, à se former aux outils digitaux. Des entreprises comme par exemple La Poste, qui est un acteur historique très implanté sur le territoire, mais nouveau sur le sujet de la précarité, et qui va utiliser sa connaissance du réseau pour identifier et accompagner les ménages qui pourraient être en situation de précarité à travers des travaux de rénovation et leur mécanisme, le départ, donc diagnostic énergétique pour accompagner la rénovation, réalisé en partenariat avec Solidaire pour l'habitat. N'oublions pas les organisations européennes, telles l'Observatoire européen de la précarité énergétique, qui, depuis 2018, a la principale mission de faire prendre conscience de l'ampleur de la précarité énergétique en Europe et de doter les États membres d'un référentiel de bonnes pratiques. Donc, on voit bien qu'il y a cette multitude d'acteurs qui agissent et donc, mais qui peuvent rendre complexe cette lecture de l'écosystème, notamment par l'absence d'un guichet unique au sein de l'écosystème. Notre troisième recommandation concerne plutôt les moyens, donc accompagner et former les territoires et les populations en situation de précarité à l'utilisation des données et des outils numériques. Comme on le disait au début, la précarité énergétique, c'est un phénomène multifactoriel, humain,
complexe. Il est important dans un contexte où on veut ajouter, on va dire, des moyens digitaux, de faciliter la compréhension des données, pouvoir former aux dispositifs existants les collectifs et les institutions. On observe l'émergence de nouveaux rôles comme le Chief Data Officer qui va aider notamment à piloter les plateformes d'open data, à piloter on va dire, des outils digitaux au sein des collectivités, mais il y a quand même une montée en compétences qui est nécessaire pour la préhension des nouveaux outils, notamment les API, et comprendre aussi les dispositifs existants, que ce soit les mécanismes de financement territorial, national, européen, les différents dispositifs auxquels les collectivités peuvent avoir accès. Et ça, on pense qu'il y a vraiment une nécessité de former et de sensibiliser à ces problématiques les acteurs. Il y a exactement un enjeu aussi de réduire la fracture numérique, puisque comme on le disait au début, il y a en fait à travers cette précarité énergétique, il y a souvent une exclusion numérique et donc les populations sont fragilisées et parfois n'ont pas non plus accès, même souvent, à des moyens digitaux. Et c'est important de pouvoir les accompagner sur ce volet-là, afin de pouvoir mettre en place et d'accélérer la mise en œuvre de politiques locales et territoriales en matière de précarité énergétique, en s'appuyant sur des acteurs qui vont être mieux formés, plus sensibilisés, des tables rondes entre le public et le privé, notamment en s'appuyant sur les associations et les relais locaux. Enfin, la dernière recommandation que nous avons, c'est de communiquer autour de la data pour montrer et démontrer auprès du public qu'elle a un effet positif et la crédibiliser, sensibiliser les populations, les rendre actrices de leur comportement énergétique et aussi positionner les acteurs publics-privés comme accompagnateurs à la maîtrise d'usage tout au long des processus, notamment de rénovation d'un logement, faire comprendre l'importance de la consommation du bâtiment, faire preuve de pédagogie. En effet, en échangeant avec les collectivités, on s'est par exemple rendu compte que malgré des opérations de rénovation énergétique, les factures ne diminuaient pas parce qu'il y a aussi un changement à opérer dans les comportements des populations, évidemment en faisant preuve de sensibilité, de pédagogie pour ne pas stigmatiser une population qui est déjà en difficulté. Et vraiment les accompagner et leur montrer que voilà, elles ont intérêt, que ça va être un bénéfice pour eux de vraiment s'inscrire dans cette dynamique de consommateurs. Et puis aussi assurer en fait le suivi des initiatives de rénovation, l'accompagnement en cours à la maille locale, mesurer avec précision et communiquer sur les politiques publiques réussies auprès du grand public. Donc vraiment cet aspect de communication de ce qui est réalisé, on pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Et pour les acteurs de l'écosystème, eh bien, en effet, non seulement communiquer, mais aussi avoir peut-être un outil centralisé, une plateforme en fait, qui permettrait de rationaliser, centraliser, évaluer les politiques publiques, de coopérer plus largement au sein de l'écosystème à travers des KPI qui vont être compris, partagés, d'avoir des retours d'expérience de la part de collectivités plus matures sur leurs dispositifs et sur les impacts sociétaux et sociaux suite à la mise en place de ces politiques. Donc, en conclusion, on est bien conscient que la mise en place d'une plateforme et la nécessité de travailler sur une gouvernance des données n'est pas quelque chose qui est aisé. Ça va demander beaucoup de réflexion, de travail, de définition du rôle des acteurs, parce que on le voit bien aussi dans les collectivités avec la digitalisation. Il y a des questions qui vont se poser sur le rôle, les responsabilités, notamment par exemple si on met en place une plateforme, comment on va la financer, qui va s'en occuper, qui va faire la maintenance de la plateforme. Donc nous, ce qu'on a compris, ce qu'on aimerait dire en conclusion, c'est que la data est un atout majeur de la part son accessibilité, les opportunités qu'elle peut offrir aux acteurs de l'écosystème de la précarité énergétique, mais elle ne peut pas ni ne doit remplacer le rôle des acteurs et des humains qui œuvrent au quotidien dans la détection et l'accompagnement de la précarité énergétique sur le terrain. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire sur cette étude. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous, Maëlle, pour la présentation des résultats de cette étude de Think Smart Grids, donc réalisée par le GT Data et que vous avez coordonné. Alors, je vais passer maintenant la parole à Pierre Taillon,
Donc Pierre, vous pouvez allumer votre micro et votre caméra. Vous êtes ingénieur économiste au service transport et mobilité de l'ADEME et vous animez le groupe de travail diagnostic territorial de l'ONPE, donc l'organisme français en charge finalement de la cartographie et puis des indicateurs sur la précarité énergétique. Et vous êtes également pilote de l'outil de cartographie Géodip que vous allez nous présenter. Oui, la parole est à vous. Oui, merci beaucoup. Merci pour cette invitation et cette opportunité de vous présenter cet outil Géodip. Vous voyez bien ma présentation? Tout à fait. Oui. Oui. Alors, quelques mots pour vous présenter d'abord l'ONPE, l'Observatoire national de la précarité énergétique, qui a été créé en 2011 à la suite de la loi Grenelle II de 2010. Et donc, l'ONPE, c'est effectivement un outil d'observation, d'analyse des politiques publiques contre la précarité énergétique, et à la fois un lieu où on va analyser, disposer de connaissances fiables sur le phénomène de la précarité en France, et en même temps évaluer l'impact des différents dispositifs préventifs et curatifs sur le secteur de l'habitat prioritairement, mais également sur le volet mobilité. Les trois principales missions de l'ONPE, je l'ai dit, c'est d'assurer ce rôle d'observation, d'observatoire national et d'analyse des politiques publiques qui en découlent. C'est bien sûr un lieu de débat et d'animation du débat national autour de la précarité énergétique et, au sein de ses différents partenaires. Et c'est aussi un lieu de construction de nouvelles propositions, de force de proposition. Et enfin, bien sûr, c'est un lieu qui va servir, un outil qui va servir à valoriser et à diffuser les différents travaux de connaissance du phénomène et des différents dispositifs, puisque l'Observatoire conduit des travaux, communique et publie différentes études. Et j'en profite pour vous signaler la tenue du prochain colloque national de l'ONPE le 9 novembre prochain à Lille, et on l'espère en physique, sinon ça sera en distanciel. Une slide pour que vous puissiez visionner les différents partenaires de l'ONPE, partenaires financeurs et contributeurs. Ces différents partenaires ensuite sont organisés en groupes de travail thématiques qui vont venir explorer différentes thématiques et construire et piloter les différentes études qui sont construites par l'ONPE. Quelques mots sur les chiffres clés, j'y reviens pas, ça a été déjà présenté dans l'intervention précédente. Peut-être vous rappeler ce chiffre de 12% des Français qui dépensent plus de 8% de leurs revenus pour payer leur facture énergétique du logement, et dont font partie bien sûr les plus modestes, souvent les 3 premiers déciles qu'on a tendance à observer autour de cet indicateur du taux d'effort énergétique. Et j'en profite pour vous signaler que vous pouvez retrouver tous ces chiffres clés sur le site internet de l'ONPE, et notamment en particulier dans le document de tableau de bord qui regroupe l'ensemble des chiffres clés sur les impacts et l'ensemble du détail des chiffres sur les aides financières nationales. Alors pourquoi l'ONPE investit ce domaine de la cartographie de la précarité énergétique? On l'a dit, les causes de la précarité sont difficiles à appréhender. On l'a vu, elles sont multifactorielles. Et donc, le dialogue auprès des différents acteurs a fait ressortir ce besoin d'analyse et de repérage de la précarité au niveau territorial. Donc, l'objectif ici, avec un outil de cartographie et de diagnostic, c'est bien d'aider les acteurs territoriaux en priorité à élaborer un pré-diagnostic et à mettre en œuvre des actions à travers les différentes politiques du logement et de la mobilité. Donc, c'est vraiment mettre un premier pas dans la connaissance pour se fixer des objectifs, bien sûr. Et c'est aussi un outil de dialogue entre les techniciens, les élus, entre les différents niveaux aussi de collectivité, pour communiquer et partager ce diagnostic de départ et élaborer des solutions.
Alors, l'outil Géodeep, qui est développé en collaboration avec le bureau d'études Artelis, son objectif, c'est d'estimer le nombre de ménages en précarité sur différents niveaux de territoire, qui vont de la France entière jusqu'au niveau de la Maïrie, donc un niveau infraterritorial, à travers l'observation d'un certain nombre d'indicateurs qui vont être calculés autour des indicateurs centraux de la précarité énergétique, donc ce taux d'effort énergétique, du logement et aussi de la mobilité. Alors quand je dis mobilité, c'est le taux d'effort carburant de la voiture. Donc c'est l'un, l'autre, et la possibilité bien sûr de croiser les deux. Donc, les grandes étapes de la modélisation et de la construction de cet outil, c'est bien l'estimation des consommations des logements, l'estimation de la consommation des déplacements en voiture pour la mobilité quotidienne, le calcul des factures énergétiques associées à ces deux types de consommation qu'on va ramener aux revenus des ménages pour estimer ces indicateurs. Je vous ai mis très rapidement, vous pourrez revoir ça plus tard, les différentes sources de données qui servent d'entrée à l'élaboration de l'outil Géodeep. On a essayé de se baser sur les meilleures sources disponibles en termes d'années de publication et également d'envisager, dès qu'elles seront disponibles, et je pense à l'étude nationale logement ou à l'enquête mobilité des personnes, qui seront publiées soit fin 2021, soit en 2022, mon tableau n'est pas tout à fait à jour, qui permettront d'actualiser cet outil lorsque ces nouvelles données seront disponibles. Alors, les indicateurs contenus dans l'outil Géodeep, je l'ai dit, aux différentes mailles géographiques pour la France et également pour la Corse. On trouvera des indicateurs généraux socio-économiques pour un territoire qui concerne la population, les indicateurs de description des logements, de description des ménages, et ensuite, en bas à gauche, les indicateurs de précarité énergétique que j'évoquais en tant que tels, donc les différents T2E pour le logement, alors T2E 3D pour la limitation à l'observation des 3 premiers déciles de revenus, donc T2E 3D avec un seuil supérieur à 8%, c'est-à-dire on considère les ménages des 3 premiers déciles dont les revenus, la part de l'énergie dans les revenus est supérieure à 8% et à 4,5% pour la partie carburant voiture. Également, une nouveauté en quelque sorte, on va pouvoir caractériser les nombres de ménages éligibles ou bénéficiaires des différentes aides ANA ou MaPrimeRénov' dans Géodeep. En conclusion, donc vous l'avez compris, Géodeep est un outil qui est en cours de développement, en cours de finalisation. Il sera disponible au cours de la première quinzaine du mois de mai. C'est un outil qui sera destiné en priorité aux collectivités territoriales, puisque c'est là qu'on a pu identifier le principal besoin. Donc c'est à la fois donner un outillage minimal pour les collectivités qui veulent se lancer dans un premier niveau d'observation de la précarité sur leur territoire et qui n'ont pas forcément beaucoup de temps ou beaucoup de moyens, mais également un outil qui peut être beaucoup plus puissant pour les collectivités qui ont un niveau d'expertise plus élevé, qui pourront avoir un abord un petit peu plus expert de l'outil pour récupérer les bases de données notamment et mener des analyses beaucoup plus approfondies. L'accès à cet outil Géodeep sera gratuit via des licences individuelles qui seront accordées pour 3 mois, mais qui seront renouvelables pour les collectivités qui veulent mener des analyses plus poussées ou revenir quelque temps après avoir réalisé un premier niveau d'observation. Et ensuite, d'ici la fin de l'année, nous mettrons en place un club des utilisateurs qui permettra d'organiser des retours d'expérience et de valoriser les connaissances autour de cet outil. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cet outil Géodeep. N'hésitez pas si vous avez des questions par la suite. Merci beaucoup, Pierre. Effectivement, si vous avez des questions, inscrivez-les dans le chat et nous y répondrons à la fin de ce webinaire. Donc, nous avons eu cet éclairage de cet outil que vous avez mis en place
dans le cadre de l'ONPE, avec l'aide d'ailleurs d'Artelis, qui est l'un des membres de Think Smart Grids. Et maintenant, Madame Sartou, Lydia Sartou d'Enedis, va nous expliquer finalement comment les données de Linky finalement peuvent servir justement à accompagner les territoires dans ces projets de transition énergétique et notamment de lutte contre la précarité énergétique. Madame Sartou, la parole est à vous. Oui, bonjour à tous. En tous les cas, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour ce webinaire et merci de m'avoir invitée. Alors, pour vous dire qu'en tant que service public, Enedis contribue à lutter contre la précarité énergétique. Et comme Pierre le disait, nous sommes partenaires de l'ONPE pour accompagner les collectivités locales, les acteurs publics. Nous accompagnons aussi les acteurs privés pour mieux consommer et donc moins consommer et mieux maîtriser sa facture énergétique. Et c'est bien un élément pour lutter contre la précarité. Et cela, comment? Eh bien, grâce au déploiement des compteurs intelligents. Aujourd'hui, il y a 30 millions, un peu plus de 30 millions de compteurs Linky qui sont installés dans les foyers français et qui comptent finement les consommations d'électricité. Alors, tout d'abord, nous sommes aux côtés des élus, des collectivités locales, des concédants. Et d'ailleurs, je voudrais dire que dans le cadre des contrats de concession, qui sont en plein renouvellement actuellement, le nouveau modèle de contrat de concession, de cahier des charges, prévoit un article spécifique sur la lutte contre la précarité énergétique. Donc, c'est bien dans nos missions de concessionnaire. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous fournissons des données qui permettent de cartographier les zones de précarité énergétique et les zones où les foyers ont justement ces difficultés-là. Alors, par exemple, un chiffre assez éclairant, nous avons réalisé plus de 240 diagnostics depuis janvier 2020 et fait de la crise sanitaire et de la crise économique plus de 80 sur le premier trimestre 2021, malheureusement. Donc, ces diagnostics, on l'a vu, vont être remplacés par cet outil Geodip qui est beaucoup plus abouti et qui permet de croiser différentes données et qui permet encore de mieux cibler. Par ailleurs, on fournit également d'autres types de données, des informations statistiques de manière anonymisée, et ça c'est très important de le souligner, sur les déplacements pour impayés et sur les réductions de puissance, qui permet du coup aux collectivités d'être plus efficaces dans cette lutte, de mieux cibler les personnes qui en ont besoin. Alors, par exemple, nous coopérons actuellement avec la ville de Maubeuge, qui est une ville qui fait partie du programme Cœur de ville, ville moyenne, dont les fonds gouvernementaux sont là pour aider à revitaliser le centre-ville. Et ces éléments cartographiques, statistiques, permettent aux services sociaux d'être beaucoup plus efficaces et notamment d'identifier ce qu'on appelle les foyers dits invisibles, qui justement ne sont pas forcément repérés et dont le ménage a du mal à faire face à sa facture énergétique et son pouvoir d'achat est limité. Donc ça a permis d'ailleurs d'aller même encore plus loin, de former des médiateurs sociaux qui vont faire du porte-à-porte dans les quartiers compliqués en précarité énergétique. Et ces médiateurs apportent des conseils en éco-gestes, orientent vers des services sociaux si les personnes le souhaitent, ou vers des services pour l'habitat, éventuellement pour lancer des travaux de rénovation énergétique pour les passoires thermiques. Alors, je voudrais à ce stade-là qu'on prenne quelques secondes d'arrêt sur la donnée. La donnée, légitimement, est un sujet très sensible, et notamment sur les sujets de précarité énergétique. Et je voudrais préciser que tous ces traitements de données, que tout ce qu'on fournit comme données, se fait de manière totalement anonymisée et dans la plus stricte confidentialité et dans le respect très très strict du RGPD, donc de la réglementation qui protège les données à caractère privé. Et ça, c'est important de le dire parce qu'en effet, on comprend, chacun d'entre nous n'a pas envie de voir ces données diffusées de partout. Donc, et comment? Via l'agrégation de données, c'est-à-dire que
un agrégat à une maille géographique qu'on appelle souvent la maille IRIS, qui est une codification de l'INSEE, qui regroupe environ des quartiers qui ont à peu près 2000 habitants, ne permettent pas du coup d'identifier un ménage ou un individu. Ça, c'est important de le préciser. Au-delà de l'accompagnement de la puissance publique, quelles sont les actions? Déjà, je voudrais souligner le fait que l'installation du compteur Linky dans un foyer a une vertu pédagogique. Ça apprend aux habitants à suivre la consommation et donc à mieux compter. Mieux compter, c'est les électrons et par là même mieux compter les euros. Et donc maîtriser sa consommation. Et on observe d'ailleurs, et c'est l'ADEME qui le dit, que l'installation d'un compteur chez un ménage conduit naturellement à une baisse de la facture de 10%. Et quand on regarde encore plus précisément, ça peut aller jusqu'à 20%. Donc déjà, le compteur intelligent apporte une vraie valeur en termes de maîtrise de la demande énergétique. Et si on veut aller plus loin, pour maîtriser sa facture, le client peut donner son consentement à Enedis pour qu'on transmette les données collectées dans le compteur aux fournisseurs d'énergie, aux fournisseurs de services qui peuvent, eux, proposer des offres tarifaires adaptées à la consommation et à ses profils de consommation et à ses sujets spécifiques de précarité et donner des conseils, notamment des éco-gestes. Au-delà de ces accompagnements que j'ai soulignés, je voudrais aussi vous donner l'exemple des bailleurs sociaux. Nous accompagnons également les bailleurs sociaux et c'est un levier important de lutte contre la précarité énergétique qui ont des projets ambitieux de rénovation énergétique, les fameuses passoires thermiques dont on entend beaucoup parler en ce moment et dont il faut qu'on accélère la rénovation. Un certain nombre même de ces bailleurs sociaux décident de lancer des projets d'autoconsommation collective. Maëlle en a parlé tout à l'heure. Et c'est un moyen de combiner transition écologique, énergétique, avec la baisse de la facture énergétique et donc de lutter contre la précarité. Et comment ça se passe? Eh bien, je vais vous donner un exemple. Nous sommes aux côtés de Pas-de-Calais Habitat, et qui a lancé une vaste opération d'autoconsommation collective à Saint-Martin-de-Boulogne, dans une résidence regroupant 116 logements sociaux. Et alors, le bailleur social équipe et finance l'installation des panneaux photovoltaïques sur le toit. L'électricité produite par ces panneaux est ensuite fournie les logements, les habitants, et ça vient déduire du coup le prix de leur facture, parce que c'est de l'électricité autoconsommée. Et on observe que ça couvre 20% de la consommation de ces ménages. Et au-delà de ça, ils se voient confier une tablette qui a une vertu aussi totalement pédagogique, où ils peuvent suivre leur courbe de charge, et se rendre compte de leur habitude de consommation. Et en modifiant leurs habitudes, en consommant au moment où le panneau photovoltaïque produit, donc en bénéficiant de cette économie d'électricité sur leur facture, eh bien, voient en effet les effets directement sur leur facture et sur la tablette. Et même certains habitants forment leurs voisins. Et on voit des vrais effets et des baisses sur la facture qui peuvent aller de 50 € à 90 € sur la facture annuelle de ces ménages. Donc, vous voyez, c'est une opération à la fois de lutte contre la précarité, une opération complètement ancrée dans la transition énergétique et qui a en plus une valeur sociale, sociétale et qui crée du lien social et une sorte de communauté autour de ces bâtiments et avec une vraie vertu, un cercle vertueux qui s'enclenche. Donc, en conclusion, ce que je voudrais dire, c'est que grâce aux données de comptage du compteur Linky, Enedis accompagne l'action des acteurs qui luttent contre la précarité énergétique pour que les habitants puissent mieux consommer et du coup moins consommer. Voilà. Merci beaucoup Lydia Sartou. Donc, je rappelle que vous êtes directrice projet et solutions
à la direction client et territoire d'Enedis. Je vais demander maintenant à Jean-François Vacchieri d'allumer son micro et sa caméra. Jean-François, vous assurez la présidence de l'Union nationale des PIMS depuis 1 an exactement aujourd'hui. Et vous êtes également secrétaire général et secrétaire du conseil de surveillance d'Enedis. Et parmi vos nombreuses charges, vous avez celle de la protection des données. Vous avez commencé votre carrière en tant qu'avocat avant de rejoindre le groupe EDF. Alors, les PIMS, on en entend beaucoup parler. Alors, l'acronyme signifie Union nationale des pôles d'information et médiation multiservices. Vous contribuez à la lutte contre la précarité énergétique. Et donc, vous allez nous expliquer finalement que font les PIMS au quotidien et qu'attendre effectivement de la data dans ce traitement de la précarité énergétique. Oui, merci Valériane pour cette introduction et cette présentation de l'Union nationale des PIMS sur laquelle je vais revenir. Merci également pour ce rappel de ces 1 an de prise de fonction. Bonjour à toutes et bonjour à tous avant toute chose. Et avant de vous présenter l'activité des PIMS et de vous dire un mot sur les apports de la data dans la lutte contre la précarité énergétique, je voudrais tout de même remercier encore une fois Think Smart Grid et Valériane, Mélinda pour ce webinaire et pour avoir rassemblé des intervenants dont la diversité est une preuve supplémentaire de ce qui a déjà été souligné, à savoir le caractère multifactoriel, transverse de la problématique qui nous rassemble aujourd'hui. Il s'agit d'un sujet important pour les populations les plus vulnérables, ça a été rappelé. Dans le contexte sanitaire actuel, cette vulnérabilité s'est accrue et bien sûr, c'est un sujet qu'il faut traiter avec engagement, précision. Également, on le verra dans un contexte qui concerne les données, mais également une approche humaine de ce sujet. Et aujourd'hui, donc, je vais me faire plus particulièrement le porte-parole des PIMS et contribuer à faire connaître le formidable travail de terrain de tous ces médiateurs. Donc, je vous propose de passer au slide suivant, effectivement, et qui va me permettre de vous présenter plus particulièrement les PIMS. Donc, les PIMS, depuis 25 ans, sont des lieux d'accueil ouverts à tous et à ces populations qui sont souvent en difficulté, que ce soit dans les zones urbaines, périurbaines et rurales. Et ce sont des interfaces de médiation entre ces populations et les services publics qui œuvrent d'une manière générale à l'accessibilité des habitants aux services nécessaires à la vie courante, en relayant et en facilitant la compréhension de ces activités, en complétant l'offre de services des partenaires et en proposant des services de type généraliste. Donc les PIMS sont clairement le fruit d'une volonté partagée entre l'État, les collectivités territoriales, les entreprises partenaires qui sont signalées dans ce slide. Elles sont nombreuses, elles sont décisives, elles sont importantes. Je les remercie à l'occasion de cette intervention. Et grâce à cette alliance de forces au sein des PIMS, nous avons pu permettre la création de 69 PIMS, dont 59 sont aujourd'hui labellisés France Service et 19 points Conseil Budget au service des habitants et des territoires. L'objectif est sur la période 2021-2022 de créer 50 nouveaux points de contact PIMS, toujours au service de cette même finalité. Je voudrais d'ailleurs en profiter pour dire que cette démarche partenariale est très ouverte et j'ai écouté tout à l'heure avec beaucoup d'intérêt Pierre Taillant de l'ONPE pour lui dire que, bien sûr, nous serions extrêmement intéressés par un partenariat avec l'ONPE et également par la perspective de pouvoir disposer d'une licence sur Géodip, qui est un outil qui annonce des perspectives extrêmement intéressantes. Donc, ce contexte étant posé, je voudrais également vous dire que le législateur semble s'orienter vers un renforcement de notre action dans le cadre des PIMS, puisque les maisons France Service, dont les PIMS font partie, je viens de l'évoquer, seront désormais incluses dans le dispositif des guichets de la rénovation énergétique. Et il s'agit là d'une vraie reconnaissance du travail que nous menons. Je voulais là aussi le rappeler. Donc, les PIMS organisent, dans le cadre de ces lieux de proximité, l'information, l'orientation des usagers, notamment en termes de précarité énergétique. Et en 2020, nous avons
accompagné 1,2 million de demandes dans le cadre de ces différents points d'accueil. C'est significatif, c'est important pour une association comme la nôtre. Et dès lors, vous l'aurez compris, au travers de ces activités et de l'approche que nous avons, nous traitons directement de la précarité énergétique, mais nous le traitons bien sûr par la création de ce lien humain. Bon, je le dis, c'est une expression, on parle souvent, Lydie l'a évoqué, Maëlle aussi, de ces foyers invisibles. Pour nous, ces foyers invisibles sont des réalités bien tangibles. Et c'est vrai que le traitement des données peut nous ouvrir pour autant des perspectives dans le traitement de la précarité énergétique. Donc je passe au slide 4. Je n'insisterai pas sur un sujet qui a été évoqué par les 3 intervenants précédents. Bien sûr, du fait de la digitalisation des réseaux énergétiques, Lydie Sartou l'a rappelé, la valeur ajoutée, bien sûr, du déploiement des compteurs Linky notamment, et des autres outils d'analyse, et pas seulement, une immense quantité de données est générée et peut permettre désormais de cartographier la précarité énergétique à différentes échelles, en ciblant plus précisément les foyers en difficulté. Et c'est clairement ce ciblage qui peut être un foyer supplémentaire d'efficacité pour les PIMS. Dans le cadre du slide 5, je voudrais revenir sur effectivement la mise à profit de la data pour accroître l'efficacité du traitement humain de cette précarité énergétique. Et sans empiéter sur le domaine de compétences de mes homologues, je voudrais rappeler quelques grandes caractéristiques de la précarité énergétique que Maëlle a bien sûr identifié précisément et qui est un phénomène à la fois complexe et protéiforme, et revenir sur ce qui a été dit. C'est un phénomène multifactoriel, qu'il est nécessaire d'identifier les caractéristiques socio-économiques et les pratiques comportementales, et que face à cette complexité et cette transversalité inhérente, bien sûr, nous partageons cette conviction que la data peut et doit apporter des réponses qui seront nécessairement intéressantes. Donc, à la lecture du rapport, bien sûr, nous avons été confortés dans cette conviction que la donnée offre une véritable valeur ajoutée, qu'elle renforce nos capacités de détection et d'identification de la précarité énergétique. Et sur le terrain, car c'est là que s'exerce, vous l'avez compris, l'action des PIMS, la data sera, et d'ores et déjà, et le sera encore plus dans l'avenir, un outil au service de la coopération des acteurs. Plus largement, elle permettra, ça a été évoqué, mais je le confirme, elle permettra une amélioration du partage d'informations à tous les niveaux, qu'ils soient local, national ou européen, ça a été là aussi rappelé. Et ce partage d'informations, bien sûr, au niveau associatif, en ce qui concerne les acteurs de terrain, nous en avons besoin pour être plus efficaces collectivement. Toutefois, je voudrais rappeler quelques défis, y compris pour la maille associative, qui ont été rappelés et qui méritent d'être soulignés pour une association comme la nôtre. C'est d'abord la complexité statistique de la précarité. Nous avons évoqué son caractère multifactoriel. Je voudrais signaler que pour des acteurs de terrain qui n'ont pas nécessairement tous les moyens, supports de grandes entités, cette complexité statistique, elle rend difficile l'identification et la prise en charge de la précarité selon certaines situations, d'autant que la multiplication de ces données requiert la compréhension de ce qui a été également évoqué, c'est-à-dire les cas d'usage associés. Et pour être efficace, donc, il faut qu'on soit capable d'agréger des données issues de cet écosystème d'acteurs publics et privés qui est extrêmement riche. Et donc, ce défi d'intégration, de recensement, de traitement, il doit être fait également à la maille, je dirais, d'appréhension et de capacité de prise en compte des PIMS, et bien sûr, dans le respect de la réglementation qui a été évoquée et qui est valable également pour les acteurs associatifs que nous sommes et qui sont importantes également pour les populations les plus vulnérables que nous prenons en compte. Je passe au slide 6. Merci Mélinda. Donc, je voudrais rappeler que, bien sûr, le but de tout ça, c'est de rendre accessible à tous les bénéfices de la digitalisation. C'est encore une fois ce qui nous rassemble aujourd'hui. La data, c'est un levier formidable de performance dans les contraintes que j'ai rappelées précédemment. Mais la data, c'est aussi, et ça a été également dit, un vecteur d'exclusion.
Donc, la fracture numérique, elle a été évoquée en introduction. Il est de notre rôle collectif, et cela doit également tous nous rassembler, il est de notre rôle plus particulièrement au sein des PIMS d'accompagner les usagers dans la digitalisation afin qu'ils en tirent le meilleur parti possible. Et ceci m'amène à évoquer donc le slide 7 et la nature des données et les exigences de performance en matière de données pour avoir des données plus fines et plus qualitatives en support de notre action. Je voudrais dire encore une fois que la finalité reste un traitement humain de la précarité. C'est-à-dire que les data ne se substitueront pas à cette exigence première qui est celle de permettre un traitement humain de la précarité énergétique. Et en ce qui nous concerne, je voudrais juste rapidement donner quelques illustrations de la façon dont nous intervenons pour incarner ce lien humain que nous avons avec ces populations vulnérables. C'est donc les actions rappelées de médiation pour impayés, hein, où nous contactons les clients en situation d'impayés afin de prévenir une situation de précarité énergétique, sont les actions de médiation pour coupure d'énergie, lorsque cette situation se présente, bien évidemment, le médiateur interviendra pour donner tous les éléments d'explication requis sur ce genre de sujet aux populations qui sont impactées. C'est la sensibilisation à l'utilisation du chèque énergie, car ça reste un sujet qui parfois présente un certain nombre de difficultés de compréhension et de mise en œuvre pour les intéressés. C'est l'accompagnement des usagers pour suivre la consommation énergétique sur les sites Internet, les applications des partenaires, en sensibilisant notamment les usagers à la maîtrise des éco-gestes. On est au cœur de la fracture numérique sur ces sujets et les PIMS sont bien sûr là pour apporter leur contribution. La sensibilisation, je l'ai dit à l'instant, à la maîtrise des éco-gestes et le recours au fonds social logement où les médiateurs accompagnent à la complétude du dossier et sa transmission aux services concernés. Je voudrais dire également que ceci se fait dans un contexte de très grande transformation, de très grande adaptation. Vous le savez, dans cette situation de crise, les PIMS se sont adaptés. Ils ont réinventé leur dispositif. Je voudrais d'ailleurs saluer les médiateurs bretons de Rennes et de Quimper qui réalisent une médiation téléphonique auprès d'usagers en précarité énergétique pour répondre à leurs besoins. Et que dans ce contexte, nous avons à traiter, à prendre en compte un nouveau public qui est concerné par le chômage partiel, qui frappe massivement un certain nombre de Français et un public qui n'avait pas connaissance des droits et des aides qu'ils pouvaient solliciter, en particulier dans ce domaine de la précarité énergétique. Donc les données, c'est justement ce traitement humain qui se trouve enrichi par une meilleure connaissance de données plus complètes et plus nombreuses qu'elle doit favoriser en mieux ciblant le public, en mieux informant et accompagner les usagers, en appuyant et en accompagnant le public dans une meilleure maîtrise de la consommation, en ayant un pilotage plus fin pour mettre en œuvre des actions sur le terrain. Et j'ai bientôt terminé en disant que, vous l'avez compris, la data est pour les PIMS comme pour d'autres acteurs, l'opportunité d'accompagner mieux et davantage les publics les plus fragiles. Encore une fois, que compte tenu de l'activité des PIMS, de sa proximité, de son caractère profondément et essentiellement humain, notre intervention se traduit par une connaissance in situ et au quotidien de la précarité énergétique et que nos actions, bien sûr, vous l'avez compris, visent, dans ce contexte d'inclusion numérique, à ne laisser personne au bord du chemin des nouvelles technologies. Vous pouvez compter sur nous pour souscrire et encourager les recommandations du rapport de Think Smart Grid sur ce sujet qui vise à accompagner et former les territoires et les populations en situation de précarité. Et pour conclure, puisque j'ai vu que je risquais d'être trop long, même si j'ai le sentiment d'être quand même dans les délais, je voudrais rendre hommage à l'engagement des acteurs de terrain, comme les médiateurs des PIMS, qui œuvrent au jour le jour sur ces sujets et donc qui œuvrent à la lutte contre la précarité énergétique. L'utilisation massive des données nous permettra de mieux cibler ces actions, de préciser nos dispositifs et de donner plus d'efficacité et d'impact aux politiques publiques que nous servons. Et je voudrais donc, en conclusion, partager cette ambition avec vous, comme quoi la transformation digitale s'inscrit dans cette lutte contre la précarité énergétique, pour que le numérique ne constitue pas un frein supplémentaire,
mais bien une opportunité dans l'accès aux services et aux droits de millions de nos concitoyens, fragiles ou précaires. Merci. Merci beaucoup, Jean-François, pour... J'ai respecté les 15 minutes. Bravo pour nous avoir expliqué toute cette formidable action qui est menée dans le cadre de l'Union des PIMS au service donc de la lutte contre la précarité énergétique. Donc je vais demander à Henri de Noblins d'allumer son micro et sa caméra, et puis peut-être aux personnes qui ne sont pas orateurs de fermer leur micro et leur caméra. Donc Henri, en 2 mots, je vais vous présenter. Donc vous êtes le cofondateur de la start-up Omise, et vous avez commencé votre carrière au Boston Consulting Group, et vous êtes parti ensuite en Éthiopie pour travailler à un projet de développement, et puis vous avez ensuite rejoint Saint-Gobain. Fin 2018, vous donc décidez de cofonder cette start-up Omise, donc qui est spécialisée dans la réduction de la facture énergétique dans l'habitat grâce à l'analyse des données. Donc voilà, dans la diversité des acteurs dont nous avons bénéficié aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir donc le cofondateur d'une start-up qui va nous expliquer finalement comment il met son expertise au service de la lutte contre la précarité énergétique. C'est à vous. Bonjour à tous et merci beaucoup pour cette rapide présentation. Donc effectivement, je suis un des 2 fondateurs d'une startup qui s'appelle Omise et qui a été fondée il y a maintenant un peu moins de 3 ans, qui est partie vraiment du constat que la présence des données, l'émergence des compteurs communicants et de l'open data sur le bâtiment allait révolutionner la manière dont serait mise en œuvre la réduction de la facture énergétique dans l'habitat. Alors on a commencé au départ avec du travail qu'on a conduit auprès des bailleurs sociaux, en suivant la température dans les immeubles équipés de chauffage collectif, et pour identifier tous les problèmes de réglage. Les charges de chauffage, les charges sont très élevées dans les logements collectifs, et les bâtiments mal réglés, ça génère en général des charges locatives qui sont beaucoup plus élevées que ce qu'elles devraient être. Et puis, il y a environ 6 mois maintenant, on a lancé un nouveau produit qui s'appuie sur les données des compteurs communicants, pour massifier la rénovation énergétique, mieux la cibler, mesurer son efficacité. Pour faire le pont avec tout ce qui a été dit avant, nous on a une conviction profonde, c'est que les compteurs communicants sont une excellente opportunité de mieux cibler et de mieux identifier les leviers de réduction de la facture énergétique, et ce, sur différents plans, en fait. Notre constat à propos des plus précaires, c'est que souvent, ils ont pas accès à l'ensemble des leviers qui leur permettent de réduire leurs factures. Le monde de l'énergie est un monde qui est relativement siloté aujourd'hui, avec des fournisseurs qui fournissent de l'énergie, des spécialistes de la rénovation énergétique qui proposent des travaux, des conseillers et des médiateurs qui vont proposer de mettre en œuvre des éco-gestes, des magasins qui vendent des équipements. Et donc, pour un public qui parfois a une connaissance qui n'est pas parfaite du monde de l'énergie, c'est difficile de s'y retrouver entre les différents leviers à activer. Et les compteurs communicants ont complètement changé la manière dont on peut agir aujourd'hui, parce que on peut avoir une vision beaucoup plus fine de ces différents leviers. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est le fait que avant, les conseillers en énergie, les médiateurs dont on parlait tout à l'heure, avaient besoin de s'appuyer sur beaucoup d'informations papier qui parfois étaient archivées, parfois égarées, difficiles à retrouver. Et aujourd'hui, on peut s'appuyer sur la donnée de compteurs communicants pour réaliser tout ce travail, et donc remettre en fait l'humain au centre en ayant des outils qui s'appuient sur la donnée qui vont permettre l'aide à la décision. Et ça rejoint tout à fait les éléments qui ont été portés dans les présentations précédentes. Le produit qu'on a développé, il s'appuie pas uniquement sur les données des compteurs communicants, il s'appuie aussi sur les données qui existent sur le bâti. Parce qu'en fait, notre conviction aussi, c'est que les données des compteurs communicants seules ne sont pas forcément suffisantes pour donner des conseils ciblés et efficaces
au foyer, mais il faut croiser ces données avec d'autres éléments. Alors ça va être croiser les données des compteurs communicants d'électricité et de gaz avec des données qu'on récupère sur le bâti, comme la déconstruction du bâtiment, son DPE, sa surface au sol. Ça va être croiser les données des compteurs communicants avec des données qu'on récupère comme la météo, parce que finalement, pour identifier une consommation de chauffage, il faut connaître les évolutions de température extérieure. Donc, les compteurs communicants sont un élément de collecte de données qui permettent, en croisant les résultats, d'identifier facilement les leviers les plus efficaces pour la réduction de la facture énergétique. Alors, nous, on a donc monté un produit qu'on appelle OmisDiag, qui s'appuie sur les données des compteurs communicants et qui s'appuie sur les données qui sont fournies par Enedis et GRDF. Donc, on va proposer à un particulier, via un conseiller, de remplir un certain nombre d'informations et de nous autoriser à accéder à sa donnée de consommation. Donc, on respecte évidemment toute la partie RGPD qui est liée au consentement d'accès aux données. Les consentements, on les archive, ils sont révocables par le particulier, donc le client final. Et en collectant ces données en collectant les données des compteurs communicants, en collectant les données sur la maison qu'on récupère dans l'open data, en les croisant avec les données extérieures qu'on peut récupérer comme la météo, on va présenter instantanément aux particuliers des gisements de réduction de la facture énergétique. On va les alerter en cas de dérive de consommation. On va mesurer l'efficacité des travaux et des actions qui sont entreprises pour maximiser leur effet. Donc on va vraiment appuyer sur les différents leviers et apprendre aussi de l'expérience pour s'assurer que lorsqu'on fait une recommandation à un ménage et qu'elle est mise en application, eh bien, son efficacité est bien évaluée après coup. Je vais faire un point particulier aussi sur les données des compteurs communicants. Ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait un levier qui était finalement qui pouvait être activé facilement avec les données des compteurs communicants. C'est toute la partie optimisation tarifaire aussi. Puisque aujourd'hui, à partir du moment où un particulier consent à partager ses données de consommation, on est capable de vérifier qu'il a la bonne puissance souscrite, par exemple. Alors qu'auparavant, c'était très compliqué. Aujourd'hui, avec tout l'historique d'appel de puissance, on est capable de dire à un particulier qu'il pourrait souscrire un contrat à 6 kVA, alors qu'aujourd'hui, il y a un 9 kVA, et donc économiser quelques dizaines, voire parfois quelques centaines d'euros par an sur son abonnement. Avec les données des compteurs communicants, on a tout l'historique aussi dont je parlais tout à l'heure, qui nous permet de pousser jusqu'au bout les conseils qu'on donne sur la base des usages. Alors, parfois, on va enrichir les données des compteurs communicants et les données qu'on a sur les bâtis avec des données qui sont issues de l'IoT. On a déployé des sondes de température connectées qui sont sur les réseaux LoRa et Sigfox, qui sont peut-être des réseaux que certains d'entre vous connaissent autour de la table, qui permettent, avec un objet qui fait la taille d'une grosse boîte d'allumettes, de suivre à distance la température dans un logement. Alors ça veut dire qu'avec le consentement du ménage, on va suivre la température à distance pour lui fournir des recommandations sur la manière aussi dont il faut qu'il règle son chauffage. Ce qu'on voit, c'est que parfois il y a des réduits de nuit qui sont pas tout à fait appliqués, qui permettraient de faire gagner des dizaines ou parfois des centaines d'euros par an sur la facture. Donc nous, notre conviction, c'est que les compteurs communicants sont un des outils qui permet de collecter de la donnée dans le foyer pour cibler de la manière la plus efficace possible les recommandations qu'on fait. Pour finir, et ça c'est plus notre vision, c'est-à-dire ce vers quoi on tend, ce qu'on pense, c'est que cette donnée des compteurs communicants, cette donnée du bâti, en fait, demain, elle sera au cœur du financement des économies d'énergie. Aujourd'hui, à travers le système des C2E et un certain nombre d'outils qui sont mis en place, on est beaucoup sur une obligation de moyens. Et les données vont permettre de passer une obligation de moyens à une obligation de résultats, parce qu'on va être capable de calculer les économies réelles atteintes qui sont liées aux travaux qui sont réalisés dans les foyers.
Et lorsqu'on parle d'économie réelle, alors je rebondis sur quelque chose qui a été dit un peu plus tôt sur tout l'effet rebond, et notamment le fait que parfois quand on fait des travaux de rénovation énergétique, on n'identifie pas, on ne retrouve pas les économies qu'on aurait voulu avoir ou alors qu'on avait simulées. Et ben, avec les données, on va être capable de s'assurer que lorsqu'il y a des travaux de rénovation énergétique qui sont faits, il y a on va identifier la raison pour laquelle les économies de consommation ne sont pas réalisées. Et puis, enfin, et je finirai là-dessus, ce qu'on pense aussi, et ça rejoint aussi des points qui ont été soulevés dans les présentations précédentes, c'est que le suivi de cette donnée de consommation, elle va permettre de s'assurer que les politiques publiques de rénovation énergétique, mais aussi les politiques publiques sur l'aide aux plus précaires, soient plus ciblées et plus efficaces, grâce notamment à tout le retour d'expérience que l'on pourra avoir sur les effets des différentes mesures qui sont mises en place. Donc, en conclusion, on est convaincu que tous ces outils qui sont mis en place par la puissance publique, par Enedis, par les associations, enfin, par Enedis notamment, et tout l'open data qui est fourni par l'IGN aussi, va permettre d'accélérer la rénovation énergétique et va permettre aussi d'aider les plus précaires à identifier les bons leviers pour réduire leur facture énergétique dans les années qui arrivent. Et c'est un levier incroyable d'accélération. Merci beaucoup, Henri, pour cette présentation de la start-up que vous avez cofondée, donc Homies, qui participe à la lutte contre la précarité énergétique, donc au travers de solutions que vous proposez en direction des collectivités territoriales notamment. Alors maintenant, je vais demander à Claire Chapangeon d'allumer son micro et sa caméra. Donc Claire, nous sommes extrêmement ravis de vous compter parmi nous aujourd'hui. Vous avez été adjointe au chef du service transport du ministère de l'écologie de 2010 à 2013 et aujourd'hui vous êtes chef du service transition énergétique, logement et construction de la DREAL, donc Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Alsace puis Grand Est. Donc aujourd'hui vous couvrez toute la région Grand Est. Et puis, eh bien, surtout, voilà, on est très heureux de vous compter parmi nous parce que en septembre 2020, donc il y a 6 mois environ, vous avez été lauréate du trophée Stop à l'exclusion énergétique pour le travail que vous avez conduit sur l'Observatoire régional de la précarité énergétique. Et donc, on a la chance que vous puissiez nous présenter aujourd'hui ce fameux observatoire. Donc Claire, la parole est à vous. Merci, bonjour à toutes et à tous. Merci de m'accueillir au sein de votre webinaire. Effectivement, je suis à la fois très honorée de vous présenter notre travail, mais aussi très intéressée par tout ce que j'ai pu entendre. Donc, j'ai préparé quelques images que je pense que vous allez projeter. Ou est-ce que vous attendez que je prenne la main? Je peux les projeter si vous voulez. Mélinda va les projeter. Très bien. Donc cet observatoire, finalement, il s'ancre dans une pratique qu'on a au sein de la région Grand Est, qui est de travailler sur des outils au bénéfice d'abord de nos territoires, hein, pour finalement mieux calibrer l'action publique. Et dans nos démarches, toutes, elles s'ancrent finalement sur la donnée. Et du coup, la question de la précarité énergétique, très vite, est apparue. D'ailleurs, à peu près, comme je racontais l'autre jour, dans le même tempo que le début de la réflexion sur les compteurs Linky. Donc, c'est amusant aujourd'hui de voir comment on se retrouve à parler ensemble de ce sujet. Et du coup, on s'est très vite posé la question, comment on structure la réponse régionale sur la précarité énergétique? Et donc, on ancre ça sur nos démarches qui s'ancrent sur la connaissance, donc mieux connaître pour agir avec efficience et s'ancrer sur la réalité pour une action publique bien calibrée. Et donc, du coup, s'ancrer sur la réalité à tout point de vue, hein, des ressources territoriales comme le bâti qui est une ressource, comme des ressources pour contribuer à l'action, la capacité à faire, à agir, mais aussi des ressources liées à l'observation et à la donnée.
Donc voilà, donc dans la diapo précédente, je n'ai pas tout à fait terminé, peut-être vous dire que je viens aussi de la région où la précarité énergétique est extrêmement prégnante, puisque en Grand Est, un ménage sur 4 est concerné. Et donc, quelque part, on est le territoire au niveau national qui est là où le phénomène est le plus, malheureusement, le plus important, ce qui aussi nous a amené à vouloir s'en occuper. Cet observatoire, il s'inscrit dans un corpus d'observatoires, l'observatoire climat-air-énergie, qui est aujourd'hui coporté par DREA, l'ADEME Région, qui sont aussi les partenaires de l'Observatoire de la transition énergétique et aussi l'Observatoire de la rénovation énergétique, dit du bâti, où on essaye de suivre à la fois les coûts de la rénovation, la caractérisation du parc bâti. On a un baromètre de suivi de tout le monde de la rénovation. Et puis, bien sûr, on a souhaité s'articuler au mieux avec les travaux nationaux pour pouvoir finalement essayer d'être concordants. Donc, les travaux de l'ONPE qui ont eu l'occasion de présenter à leur conseil d'administration notre projet, et puis de l'Observatoire de la rénovation énergétique nationale qui est en cours de construction. Ça, c'est plus récent, mais voilà, on a la chance de participer à ce comité de pilotage à travers l'expérience qu'on a pu conduire en région. Donc sur la diapo suivante, mais que fait donc cet observatoire? Finalement, il s'est donné une feuille de route commune à l'ensemble des acteurs pour pouvoir se dire que veut-on faire, à quelles questions veut-on répondre, problématiser les choses. Et finalement, il en est ressorti 2 types d'outils, des fiches territoires. Donc aujourd'hui, les 149 EPCI de notre région Grand Est bénéficient en open data d'une fiche à leur échelle qui caractérise à travers 7 critères la précarité énergétique. Je vous en présenterai une un peu plus après. Et ensuite, bien entendu, une réponse, quels dispositifs sont aujourd'hui en place pour pouvoir finalement répondre à ce sujet. Et donc, on a élaboré des fiches dispositifs, au plus des dispositifs que l'on connaît, dont on arrive à approcher des données. Donc, bien sûr, ceux qu'on porte qui sont plus faciles, comme MaPrimeRénov', les dispositifs de l'ANA, mais aussi le chèque énergie et aussi l'éco-PTZ pour le logement social et aussi le FSL qui contribue largement à pouvoir aider les ménages qui sont concernés par la précarité énergétique. Et l'idée, c'est de pouvoir donner à voir et à comprendre comment ces 2 dispositifs sont à l'œuvre et qu'est-ce qu'ils font à travers des données statistiques et de la cartographie, comme vous pouvez apercevoir sur les images. Donc voilà finalement la production de l'observatoire. Et bien entendu, vous avez aussi compris que c'est un lieu de rencontre des acteurs pour pouvoir échanger sur ce sujet. À la diapo suivante, on va pouvoir ensemble se dire, voilà, l'idée c'est de transformer les regards pour finalement rendre visible la précarité énergétique. On a beaucoup parlé des invisibles, bien sûr, c'est au cœur de nos préoccupations, mais vous voyez assez bien qu'on est à une échelle différente. Et donc, quelque part, l'idée, c'est de rendre visible la précarité énergétique dans les politiques publiques qui sont portées par les territoires. Et donc, du coup, d'où ces fiches territoires, ces fiches dispositifs qui permettent de se comparer. Et puis, voilà 3 exemples à travers qu'on peut parcourir ensemble. Donc, voilà, on se dit que dans notre région Grand Est, tous les PLH, les PCAET, les PDA-LHPD, les programmes Action Cœur de Ville, les programmes Petites Villes de demain, se doivent d'intégrer un volet précarité énergétique dans les projets de territoire qui sont conduits à travers ces différents plans d'action qui concourent par les différents volets à finalement accompagner le territoire dans sa résilience, dans sa réalité socio-économique et donc de rendre visible à ce niveau-là. Deuxième champ finalement où l'observatoire est attendu et utilisé aussi, il faut bien le dire, il y a des vraies actions derrière. On a pu, à travers toute la concertation qui a été menée dans le cadre de la mise en place du service d'accompagnement à la rénovation énergétique, et dans toute la concertation qui a eu lieu, faire valoir les données de l'observatoire pour mieux identifier finalement les différents publics qui seront concernés par l'un ou l'autre accompagnement. Quelque part, y voir plus clair dans la manière dont on peut cibler les types de population et les accompagnements. Est-ce que ça représente sur chacun des territoires à l'échelle d'un EPCI? Et enfin, un autre champ d'usage, ça a été finalement, on conduit une dynamique qui s'appelle aujourd'hui Rénov' Act Grand Est. L'idée, c'est à travers une approche réelle des marchés de l'habitat et puis de la caractérisation du bâti,
arriver en croisant l'ensemble des données dans une feuille de route de mobilisation territoriale co-construite avec l'ensemble de l'écosystème, et bien finalement de pouvoir dire des choses sur la précarité et d'arriver à accélérer la rénovation énergétique, qui est un des moyens de lutte à la fois pour réduire la facture énergétique des ménages, mais aussi réduire la facture énergétique des territoires, et par les travaux qui sont conduits, et bien quelque part permettre une rentrée d'argent sur les territoires et de dynamiser le tissu économique. Donc voilà, donc ça c'est l'objectif. Aujourd'hui, on prototype un guide à travers 3 expérimentations locales. La première a été conduite sur Sarrebourg, les 2 autres seront sur 2 autres territoires différenciés, Chaumont et la communauté de communes du Sumgo en Alsace. Et donc pour pouvoir, ça sera amené à, ce guide permettra à chacun des territoires de travailler sa feuille de route qui prendra en compte la question de la précarité énergétique. Alors rentrons un peu dans les outils qui sont mis à disposition des collectivités ou des acteurs. Donc la fiche territoire, c'est la diapo suivante. En un coup d'œil, qu'est-ce que c'est qu'une fiche territoire? C'est 2 pages de synthèse. Une première qui caractérise le territoire. Vous avez l'exemple là de la communauté de communes autour de Forbach. Et donc, voilà, le territoire en un clin d'œil caractérise sa précarité. Sur ce territoire, c'est 33,7% des ménages qui sont concernés, 49% de ces ménages ont plus de 60 ans, 58% habitent en appartement et 53% sont locataires. Il y a encore d'autres critères que je ne vous détaille pas, vous pourrez en prendre connaissance. Et du coup, à travers cela, eh ben, je dirais les élus, hein, les acteurs, enfin les élus et les acteurs voient très vite comment on pourrait, qui ça concerne le plus directement. Et c'est assez dimensionnant puisque ça donne le nombre de ménages concernés pour chacun des critères. Et de l'autre côté de la page, eh bien, finalement, la communauté de communes, enfin l'EPCI peut se situer par rapport aux enjeux régionaux. Et donc, en Grand Est, c'est 24,3% des ménages, donc c'est 559 100 ménages qui sont concernés. 47% ont plus de 60 ans, ce sont 36% des femmes seules, qui habitent dans une maison à 54%, dont ils sont propriétaires, qui utilisent pour se chauffer du gaz de ville et qui, pour 35%, ont revenu inférieur au seuil de pauvreté. Et vous voyez déjà, rien que la manière dont je vous l'ai raconté, qu'on imagine assez vite la population qui est concernée et que du coup, on imagine assez vite comment réunir les acteurs et quels acteurs réunir, peut-être pour essayer de mieux dire stop à l'exclusion énergétique. Voilà pour la fiche territoire. Et puis ensuite, une fiche dispositif. Finalement, c'est comment, qu'est-ce que j'ai comme palette, donc c'est la diapo suivante, qu'est-ce que j'ai comme palette de dispositifs dans les mains que je vais pouvoir mobiliser pour essayer finalement d'avancer sur cette question sur mon territoire. Et là, vous avez une carte d'identité succincte du dispositif. Là, c'est l'exemple de l'éco-PTZ qui vous est donné, mais aussi avec qui va jusqu'à des analyses statistiques de toutes les données qu'on peut avoir statistiquement à disposition. Et ces données statistiques disent des choses de ce dispositif, disent aussi qu'est-ce qu'on peut gagner comme gain énergétique, hein, et comment on peut au mieux l'utiliser. Donc d'autres dispositifs sont déjà disponibles hein, sur notre site et le site d'Atmo Grand Est qui porte l'Observatoire général climat et énergie, comme ce qui concernera MaPrimeRénov' de l'ANA, le Fonds de solidarité locale, le chèque énergie, et on aimerait bien sûr que ça s'élargisse à d'autres dispositifs dont on a plus de mal à avoir des données régionales qui sont souvent portés par les acteurs d'aide sociale. Je pense à la Croix-Rouge, je pense au Secours catholique et d'autres organisations de ce type qui pour l'instant ne nous ont pas encore réunis, mais qu'on continue, enfin on sollicite pour essayer d'être bien connectés les uns avec les autres. Je vais finir en guise d'ouverture à vous dire qu'on a aussi participé à une expérimentation nationale qui s'appelle une expérimentation cockpit qui a été menée par le ministère de la Transformation publique et qui vise à définir un cockpit de la rénovation énergétique pour essayer, comme ça a été dit plusieurs fois, de mieux collecter, de mieux mettre à disposition, d'organiser une gouvernance, d'organiser la traversée des échelles sur les questions de la rénovation énergétique. Et pour cela, on a utilisé le travail qu'on avait fait sur Sarrebourg pour définir des cas d'usage pour les élus et pour essayer de fabriquer la réponse en termes de hub de données. Qu'on travaille aussi dans le cadre d'un autre encore projet en Dréal Grand Est. Et le premier sujet sera la rénovation énergétique qui pourra être mis à disposition des territoires et leur permettre une approche croisée.
Alors évidemment, ce que je vous raconte pour moi fait écho à ce que j'ai entendu auparavant. Je pense qu'on aurait grand intérêt à regarder un peu ce que, et on le fera, nous, c'est assuré, mais on pourrait le faire en partenariat avec Monsieur Taillant de l'ADEME. Finalement, là, nous, notre analyse Géodip, notre analyse de l'observatoire chez nous, à comparer avec ce qui finalement sera mis à disposition des collectivités à travers l'outil Géodip pour que on regarde un peu comment ces deux outils peuvent être complémentaires, comment on peut donner de la lisibilité à nos territoires aussi, hein, pour pouvoir utiliser l'un ou l'autre, ou les deux, qu'est-ce qu'ils apportent en complémentarité, voilà, donc on sera très intéressé pour pouvoir avoir un accès et travailler en ce sens. Voilà, et puis voilà, je vous remercie encore, et puis je suis à votre disposition pour répondre à toutes les questions qui se poseraient. Merci beaucoup, Claire Chaffanjon, pour cette présentation. Alors, il y a justement une première question qui a été posée. Il nous reste 6 minutes ensemble. Pour l'Observatoire Précarité Grand Est, la feuille de route est commune à quel partenaire? Et j'ajouterais, comment est-ce que les collectivités territoriales se sont saisies de votre travail? Alors, aujourd'hui, la feuille de route, c'est un partenariat DREAL, ADEME, Région, qui sont en fait dans le cadre du CPER, qui est une communauté de travail assez ancienne et qui fonctionne très bien ensemble et qui, dans le cadre du CPER, en fait, ont mis en place l'Observatoire Climat et Énergie. Pour vous dire, l'expérience, et peut-être ce qui parlerait le plus, c'est qu'on a mis à disposition, dans le cadre de cet observatoire, le même corpus de données pour tous les territoires obligés PCAET, et donc gratuitement. Et donc, il y a bien, voilà, ça dénote de l'esprit de ce partenariat. Voilà, donc c'est d'abord celui-là, avec donc Atmo Grand Est, qui est notre association agréée qualité de l'air, mais qui finalement est qualité de l'air, énergie, santé, et donc qui est notre spécialiste en quelque sorte de la donnée, et qui travaille avec nous et avec l'INSEE. Hein, l'INSEE fait aussi partie de ce corpus. J'ai oublié de citer pour le compte de l'État la DRDJSCS, qui maintenant est la DRDCS, hein, qui est aussi associée évidemment à ce travail-là, donc voilà, pour les aspects en lien avec la précarité, puisque on a 3, comme j'aime à dire, boîtes à écho de notre observatoire. D'une part, le comité régional habitat-hébergement, donc l'ensemble des partenaires de la sphère habitat-hébergement sont informés de cet observatoire à travers le CRHH. D'autre part, la communauté régionale de travail qui associe aussi dans son réseau climat et énergie l'ensemble des collectivités qui sont plutôt sur les projets PCAET, tout ce qui est des questions autour de l'énergie. Et enfin, on aurait aimé trouver la boîte à écho plutôt du monde social, hein, c'était vraiment notre projet. Aujourd'hui, c'est pas très structuré, comme ça a été dit d'ailleurs tout à l'heure dans une des interventions. Et aujourd'hui, on n'a pas vraiment les acteurs qui permettent de faire percoler au plus près des territoires. Néanmoins, à travers les réseaux politiques sociales du logement, tous nos réseaux à nous, ça percole. Voilà. Donc là, au CRHH, les collectivités sont associées. Donc, ensuite, comment les collectivités s'en sont saisies? En fait, c'est à chaque occasion, je vous en ai présenté plusieurs, hein, que nous, on a de faire connaître que finalement, les collectivités s'en saisissent et que notre indicateur, ça sera comment on trouve dans les programmes locaux de l'habitat, les PCAET, cette question va devenir travaillée, quoi. Donc, c'est un sujet pas simple, hein, parce qu'on ne veut pas toujours regarder les questions de précarité énergétique. Donc, on y rentre petit à petit, mais en tout cas, comme je l'ai dit, l'objectif, c'est de le rendre ça visible. Et donc, nous, on veille à ce que les liens dans les portées à connaissance, dans tout ce qu'on pourra faire, les liens vers l'Observatoire de la précarité énergétique soient bien installés. Merci beaucoup, Claire. Mélinda, je te passe la parole pour poser les autres questions qui étaient inscrites dans le chat. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser. Il nous reste quelques minutes. Alors, on a quelques questions, notamment pour Henri Denon-Blanche. Sur quel open data collectez-vous les données du bâtiment? Et je pense que vous pouvez répondre à nouveau, vous aviez répondu dans le chat. Est-ce que vous pourriez intégrer les consommations d'eau dans votre outil? Donc d'abord sur l'open data. Alors sur l'open data, nous on agrège des sources qui sont fournies par le gouvernement, donc le gouvernement met de plus en plus de données en open data sur toutes les caractéristiques du bâti. Ces données, elles viennent en général pour partie du cadastre et de l'IGN et pour partie d'autres sources gouvernementales, notamment le CEREMA qui a mis beaucoup de données en ligne
Et puis, ce qu'on voit, c'est que de plus en plus, l'administration fiscale en fait libère un certain nombre de données qu'ils ont sur le bâti français. Et donc voilà, les sources principales, c'est l'open data fourni par les sites officiels. D'accord, merci beaucoup. Alors, j'ai vu qu'Audrey Lasserre avait un peu répondu dans les commentaires, mais il y a une question qui s'adresse à Pierre Taillant et à Lydie Sartou sur la possibilité d'avoir une analyse plus fine que la maille iris pour l'usage des communes ou EPCI. Et puis, évidemment, s'il y a le corollaire il faut que ce soit en même temps compatible avec le RGPD. Alors, est-ce que vous avez des réflexions à ce niveau? Est-ce qu'il y a des possibilités à ce niveau? Je ne sais pas, Lydie Sartou ou Pierre Taillant qui veut répondre. Oui, peut-être juste quelques éléments sur l'outil Géodip. Effectivement, le RGPD nous empêche d'aller plus loin, en tout cas, puisque ce qu'il faut bien voir, c'est que l'ensemble des sources de données que j'ai mentionnées en entrée de l'outil Géodip servent ensuite à faire tourner une modélisation qui permet de cartographier les différents indicateurs pour tout le territoire national. Donc, il faut bien avoir en tête que cet outil Géodip, c'est bien un outil de modélisation. Il n'a pas la prétention de dire la vérité sur le territoire, mais en tout cas de s'en rapprocher au maximum de par la construction méthodologique qui est faite. Et donc, voilà, on a choisi, compte tenu des contraintes qu'il y a côté RGPD et du côté de la disponibilité des données, des études sur lesquelles on se base pour les données d'entrée, de s'arrêter à la maille iris, ce qui est déjà une performance assez remarquable en passant par ces différents niveaux territoriaux que j'ai évoqués. Et la performance aussi de l'outil, c'est bien de couvrir l'ensemble du territoire français, c'est-à-dire que n'importe quel utilisateur va pouvoir aller sur la cartographie, sur l'outil et sélectionner le territoire qui l'intéresse, soit sa commune, soit le PCI, soit des mailles plus grandes qu'il va pouvoir déterminer spécifiquement et générer et récupérer ces différents indicateurs. D'accord, merci beaucoup. Lydie, vous souhaitiez ajouter quelque chose ou... Bon, s'il n'y a rien à ajouter, moi je voulais qu'on parle aussi de l'effet rebond suite à une rénovation thermique par exemple. Donc Henri de Noblance l'a un petit peu évoqué et je pense qu'on peut aussi poser la question à Jean-François Vaqueri. Est-ce que quand on essaie de diffuser des éco-gestes, d'accompagner les foyers pour éviter qu'ils se mettent à consommer plus finalement malgré la rénovation thermique. Est-ce qu'on a des effets sur le long terme, enfin, une efficacité de dispositif sur le long terme par rapport à ça? Ah. Alors, je ne sais pas qui... Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Très bien, d'accord. Henri, vous voulez commencer à répondre? Plus fort, il faudrait un petit peu plus fort, Mélinda, pour la dernière question. D'accord. Alors, donc je reprends la question, c'est sur l'effet rebond. Quel effet sur le long terme d'un accompagnement aux éco-gestes pour éviter qu'il y ait un effet rebond si on fait une rénovation thermique, par exemple? Jean-François, est-ce que vous êtes en ligne? Je peux peut-être me permettre de répondre. Donc, je suis Benoît Bourra, le directeur de l'Union nationale des PIMS, pour vous apporter une réponse un peu à votre réflexion. Alors, nos actions sont très difficilement... il est difficile de suivre nos actions sur le long terme, puisque nous avons des actions un peu coup de poing, un petit peu ponctuelles ou par rapport à des situations données qu'on identifie à un moment donné. Et ces actions-là, on va pouvoir les mener vraiment de manière systématique, sans forcément avoir de suivi derrière sur l'impact qu'il va pouvoir y avoir, en tout cas au quotidien. Ce que nous avons mis en place et qui peut tout à fait rejoindre les différents dispositifs existants, et c'est là où il y a un vrai intérêt, je crois, de croiser avec les belles innovations dont on a parlé ce matin, c'est que nous avons un outil qu'on appelle de mesure de l'utilité sociale et économique de nos PIMS et qui nous permet justement de tracer
le travail qui a été réalisé par le biais de nos structures et d'en mesurer l'effet, alors pour le coup là, sur du moyen et du long terme. Donc on a cette mesure qui est assez récente, hein, puisque nous avons fait 2 mesures jusqu'à présent, donc il y a 2 ans, et là nous sommes en train de terminer une 2e mesure nationale. Et donc là, en effet, ça peut être intéressant de pouvoir aller chercher l'information qui va pouvoir nous indiquer comment les choses ont pu évoluer entre avant notre intervention et après être intervenu sur un delta de 18 mois à peu près, 18 mois, 24 mois. Et là, en effet, on pourrait avoir des données intéressantes à communiquer et à partager. Oui, juste un complément, Benoît, merci Oui. pour ce témoignage. Mais juste un complément pour dire également, tu le sais, que cette année, on a mobilisé 700 ateliers d'accompagnement et de formation aux éco-gestes avec plusieurs partenaires et qui s'inscrivent justement dans la maîtrise de ces effets rebonds, puisque ce sont des problématiques qui sont avant tout comportementales. Et donc, dans le cadre de ces ateliers, bien sûr, avec l'aide de nos partenaires, on a contribué à la maîtrise de ces effets pervers. Bien. Et je sais que c'est l'heure de la conclusion, là aussi. Absolument. Merci beaucoup, Jean-François. Et merci donc à tous nos intervenants qui nous ont présenté aujourd'hui les différents points de vue sur la data au service de la lutte contre la précarité énergétique. Donc, je veux remercier en particulier Maëlle Gomez de PwC qui a présenté les résultats du groupe de travail que vous pourrez retrouver sur notre site web. Je voulais également remercier Lydia Sartou d'Enedis, Pierre Taillant de l'ADEME, mais qui donc diligente ce groupe de travail à l'ONPE, Henri de Noblins de la start-up Omise, donc Claire Chaffanjon de l'Adréal Grand Est et vous, bien sûr, Jean-François Vaqueri, président de l'Union des PINS. Remercie également tous nos participants aujourd'hui qui sont restés jusqu'au bout. Je voulais également vous indiquer que nous vous adresserons les présentations qui ont été réalisées aujourd'hui, ainsi que le lien vers l'étude, et que ce webinaire a été enregistré et que vous aurez la possibilité, si vous le souhaitez, de le réécouter sur notre site web. Voilà, merci pour votre patience et j'espère surtout que le débat de ce jour et les présentations vous auront permis d'avancer dans votre réflexion et pourquoi pas dans des solutions pour lutter contre la précarité énergétique. Merci à toi, Valériane. À bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci.